Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Combattre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. J'ai eu le privilège de recevoir Antoine Deltour sur le podcast. Antoine Deltour est le lanceur d'alerte avec Raphaël Halet derrière les LuxLeaks, le premier grand scandale d'évasion fiscale révélé au grand public. Pour avoir révélé les pratiques des entreprises multinationales qui visent à payer le moins d'impôts possible, le Parlement européen a décerné à Antoine Deltour le prix du citoyen européen 2015, prix qui récompense des citoyens ayant contribué à la coopération européenne et la promotion des valeurs communes. Antoine Deltour a également été conjointement nommé pour le prix Sakharov 2015 avec deux autres lanceurs d'alerte, Edward Snowden et Stéphanie Gibault. En 2016, il reçoit le prix éthique de l'association Anticor. Petit retour en arrière. En 2014, le Consortium international des journalistes d'investigation, ICIJ, a publié les LuxLeaks. Les LuxLeaks en quelques chiffres. C'est 80 journalistes de 26 pays qui ont analysé et étudié 28 000 pages de documents confidentiels qui provenaient de PricewaterhouseCoopers, un grand cabinet d'audit, l'un des plus grands cabinets au monde. Avec les LuxLeaks, on y apprend que plus de 300 entreprises multinationales ont signé au moins 548 tax rulings ou rescrits fiscaux en français, c'est-à-dire signé des accords avec l'administration fiscale au Luxembourg dans l'objectif de réduire le montant des impôts que ces entreprises auraient dû payer. Les LuxLeaks montrent que plusieurs milliards de dollars ont été économisés en impôts grâce à la conclusion et à la signature de ces tax rulings. Dans cet épisode, Antoine Deltour revient sur son parcours, sur son histoire et surtout, il nous amène dans les coulisses de son alerte et comment il en est arrivé en 2010 à lancer l'alerte. Pour avoir lancé l'alerte, Antoine Deltour a été poursuivi en justice. En effet, PricewaterhouseCoopers a déposé plainte contre lui, notamment pour violation du secret professionnel. Antoine nous raconte son parcours, son combat judiciaire. En 2016, il est condamné au Luxembourg à 12 mois de prison avec sursis et 1 500 € d'amende. Puis, en appel en 2017, il est de nouveau condamné, mais cette fois à 6 mois de prison avec sursis et toujours 1 500 € d'amende. Il faudra en fait attendre janvier 2018 pour que la Cour de cassation du Luxembourg relaxe Antoine et lui décerne le statut de lanceur d'alerte. Il est acquitté définitivement en mai 2018. Avec Antoine, on fait également le bilan entre sa situation de lanceur d'alerte au début des années 2010 et la situation actuelle pour les personnes qui souhaiteraient lancer l'alerte maintenant. Il nous parle de l'accompagnement qui existe pour ces lanceurs d'alerte et des mesures que l'on pourrait mettre en place. Bonne écoute! Bonjour Antoine Deltour, bienvenue, je suis très heureuse de vous recevoir, merci d'avoir accepté mon invitation et de venir nous raconter votre histoire qui est extraordinaire. Depuis une dizaine d'années, vous travaillez à l'INSEE, donc qui est l'Institut national de la statistique et des études économiques, sur le recensement de la population. Et avant de rejoindre l'INSEE, vous avez fait une école de commerce, puis vous êtes entré en 2008 chez PricewaterhouseCoopers ou PwC au Luxembourg en tant qu'auditeur. Pourquoi le Luxembourg et pourquoi PricewaterhouseCoopers ? Bonjour et merci pour votre intérêt. Alors pourquoi le Luxembourg ? En fait, c'est un débouché tout à fait commun pour les jeunes Lorrains. Donc la Lorraine est un territoire plutôt durement frappé par le chômage. Et donc pour les jeunes diplômés d'études supérieures, c'est assez fréquent de quitter la région, soit pour la région parisienne, ce que je souhaitais éviter pour des raisons personnelles. Et donc j'ai décidé d'aller au Luxembourg, qui par ailleurs est une place financière assez prospère, où on trouve des salaires plutôt avantageux. Je l'assume tout à fait, c'était une de mes raisons d'aller au Luxembourg, j'y étais bien payé. Et après, pourquoi PricewaterhouseCoopers ? Là aussi, c'est un choix qui n'est pas excessivement original, en fait, parce que quand on est bon élève à l'école, on fait une seconde générale, on fait un bac S,
Après, on fait une prépa et après, voilà, on peut terminer en école de commerce. Quand on suit en fait les conseils généralement donnés aux jeunes étudiants, l'un des débouchés qui garde le plus de portes ouvertes, c'est l'audit, puisque travailler dans un cabinet d'audit, ça permet d'acquérir rapidement une expérience assez riche et ça offre beaucoup de possibilités de reconversion. Donc voilà, en fait, moi j'étais bon élève et donc j'ai suivi un peu tous les conseils qu'on m'a donnés et c'est pour ça que je me suis retrouvé dans un cabinet d'audit. Après PwC, je pense que c'est assez similaire à ces trois concurrents, hein. On parle des Big Four et il se trouve que PwC avait organisé un forum de recrutement dans mon école de commerce à Bordeaux. Donc c'est un peu pour cette raison que je me suis retrouvé chez PwC au Luxembourg. Merci. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est le métier d'auditeur? Parce que c'est vrai qu'on l'entend souvent, mais je pense que pour les gens, c'est pas forcément très clair ce que ça représente quand on est auditeur dans un cabinet d'audit. Alors les cabinets d'audit ont plusieurs activités et c'est vrai que la plus importante en termes d'effectifs et également de chiffre d'affaires, c'est l'audit. Après, ces cabinets font aussi du conseil et notamment du conseil fiscal. Après, en ce qui concerne l'audit, pour parler peut-être plus clairement, la plupart des missions d'audit relèvent du commissariat aux comptes. Donc en fait, l'équipe d'audit travaille au service d'un commissaire aux comptes. Au Luxembourg, on parle de réviseur d'entreprise, mais le concept est le même. Donc l'idée, en fait, c'est de certifier les comptes d'entreprise. Généralement, c'est une obligation légale, notamment pour toutes les entreprises cotées. Et une manière de préserver la réputation de l'entreprise, c'est de faire appel à un des 4 grands cabinets d'audit qui se partagent quasi exclusivement le marché mondial de l'audit des entreprises cotées partout dans le monde. Et en fait, la finalité, c'est de vérifier que la comptabilité est correcte pour que les investisseurs, les actionnaires, puissent se fier aux chiffres que leur présente l'équipe dirigeante. Alors comme je le disais, en 2008, vous avez rejoint PricewaterhouseCoopers et puis en 2010, vous quittez PwC et vous lancez l'alerte en transmettant des informations au journaliste Édouard Perrin qui enquêtera et qui sortira en mai 2012 l'une des toutes premières enquêtes de Cash Investigation intitulée Paradis fiscaux, les petits secrets des grandes entreprises. S'en suivront d'autres enquêtes avant d'aboutir en novembre 2014 à ce qu'on nommera le scandale des Luxembourg Leaks ou LuxLeaks. Pourquoi avoir lancé l'alerte et quel a été l'élément déclencheur? Alors pourquoi lancer l'alerte? Ça, c'est une vaste question et en fait, je pense qu'elle se pose rarement en ces termes. Je crois que ce qui caractérise le parcours de nombreux lanceurs d'alerte, c'est un degré assez important d'impréparation. Ce qui pousse à lancer l'alerte, c'est une forme d'indignation très forte et un degré d'inconfort vis-à-vis de pratiques dont le lanceur d'alerte est témoin. Donc pour parler plus spécifiquement des LuxLeaks, en tant qu'auditeur, j'avais accès aux comptes des entreprises clientes du cabinet d'audit et j'ai constaté des pratiques fiscales sur lesquelles on va revenir, mais que je réprouverais très fortement et qui, pour moi, devenaient insupportables. En fait, je ne retrouvais plus dans mon métier ce que je venais y chercher, donc ce qui m'a conduit à démissionner et effectivement à lancer l'alerte. Et comment en êtes-vous arrivé à entrer en contact avec Édouard Perrin? En fait, si vous pouviez nous raconter les coulisses, donc vous disiez c'était pas préparé, ce travail, ce que vous avez vu, les pratiques n'étaient pas en accord avec vos valeurs, donc comment est-ce que ça s'est passé à ce moment-là quand vous avez démissionné? En fait, c'est un processus assez progressif. Donc, comme je l'expliquais, le métier d'auditeur, en fait, il consiste uniquement à vérifier les chiffres. Et pour moi, ça a une utilité sociale. On a besoin de données financières fiables, peu importe le secteur d'activité, peu importe le lieu où on exerce ce métier. Et j'y étais vraiment attaché. C'est un métier qui me paraît encore utile et qui me plaisait. Mais après, dans le contexte luxembourgeois, j'ai pris conscience que l'intégralité des clients pour lesquels je travaillais n'avaient absolument aucune activité économique réelle au Luxembourg. Donc, c'est-à-dire que j'auditais les comptes d'entreprises qui avaient une existence strictement juridique. Donc, c'était des filiales de grands groupes qui n'avaient au Luxembourg ni salariés, ni chiffre d'affaires, ni aucune activité économique réelle. Avant d'arriver au Luxembourg, évidemment, je me doutais que la place financière y était très développée et que cette prospérité reposait en grande partie sur la fiscalité attractive. Ce dont j'ai pris conscience sur place, c'est l'ampleur de ces pratiques. C'est-à-dire que j'avais la sensation que à peu près toutes les multinationales qui opèrent en Europe ont une filiale au Luxembourg et qui n'existent qu'à des fins strictement fiscales. Et donc, dans un très grand nombre de cas, on est très très proche de l'abus de droit. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une structure, non pas pour des raisons économiques, mais uniquement pour contourner des règles fiscales, pour échapper à l'impôt. Dans ce contexte-là, moi, l'utilité sociale de mon travail, j'avais l'impression d'être un espèce de coût de transaction, un frais intermédiaire pour permettre aux multinationales d'accéder à l'optimisation fiscale. Le sens au travail m'échappait un peu
Et c'est ça qui m'a conduit à démissionner. Et après, ce sentiment de désaccord profond avec les pratiques fiscales dont j'étais témoin, en tant que citoyen, je cherchais à le partager, à essayer de faire parler de ce problème que j'avais sous les yeux. D'autant plus, je pense que le contexte explique un peu aussi pourquoi j'ai agi de la sorte, c'est que donc j'ai démissionné en 2010 et on était en plein dans les années difficiles après la crise des subprimes et notamment la crise des dettes souveraines en Europe, crise de la zone euro, où la plupart des gouvernements d'Europe étaient plus ou moins contraints de mettre en œuvre des politiques d'austérité extrêmement rudes, notamment en Grèce, voilà, où vous voyez un pays démocratique littéralement s'effondrer sous nos yeux. Pour moi, il y avait un lien absolument direct entre le fait que parmi les contribuables parmi les plus prospères, les multinationales, pour certaines extrêmement profitables, échappent en très grande partie à l'impôt grâce à certains États membres non coopératifs, dont le Luxembourg, et en même temps, voilà, le fait que les gouvernements n'arrivent pas à boucler leur budget. Pour moi, il y avait un lien absolument évident, et c'est ça qui m'a poussé à agir. Alors après, la rencontre avec Édouard Perrin, elle se fait pas immédiatement. J'ai envie de partager mes préoccupations avec le public, donc au départ, je l'exprime anonymement à la radio, voilà une émission nocturne sur France Inter où je parle de ces préoccupations de manière très générale. Après, j'écris un commentaire un peu plus spécifique sur un blog affilié à Libération. En fait, c'est Édouard Perrin, en faisant donc sa recherche documentaire préalable au reportage qu'il allait faire sur l'évasion fiscale, tombe sur ce commentaire sur le blog et il se rend compte que même si je donne pas d'informations confidentielles sur des clients pour lesquels je travaille, il se rend compte quand même que mon commentaire a l'air très bien informé et c'est en fait lui qui initie le contact. Au moment où j'avais écrit le commentaire du blog, j'étais encore en poste et je décrivais le système des tax rulings, donc qui est en fait au cœur de l'affaire LuxLeaks. Le tax ruling, c'est une décision fiscale anticipée ou un accord fiscal dans lequel l'administration fiscale approuve à l'avance la manière dont des transactions seront taxées à l'avenir. Ça a une part de légitimité parce que dans la fiscalité internationale, il peut y avoir des situations extrêmement complexes et donc, dans un certain nombre de cas, il y a besoin de sécurité juridique pour le contribuable, de savoir à quelle sauce il va être mangé, entre guillemets. Mais dans le cas du Luxembourg, en fait, ce système qui a une forme de légitimité était totalement dévoyé, puisque ce qui était approuvé était en fait des pratiques fiscales extrêmement agressives, en tout cas une interprétation du droit fiscal qui permettait une quasi-absence de taxation. Et c'était quasi systématique. En fait, tous les clients du cabinet d'audit pour lequel je travaillais, et on peut considérer que toutes les multinationales opérant au Luxembourg, avaient leur tax ruling approuvé par un seul et même fonctionnaire de l'administration fiscale qui tamponnait tous les accords à la chaîne. Et donc, au moment où j'écris ce commentaire, voilà, j'ai connaissance de ce système industriel d'optimisation fiscale agressive, mais j'ai pas encore de données massives qui ont alimenté les LuxLeaks. Et en fait, ce qui s'est passé entre-temps, donc ma démission, et quand je démissionne, effectivement, c'est en partie par désaccord avec ces pratiques fiscales. Et donc, en fait, la veille de mon dernier jour de travail, j'avais l'intention de me réorienter professionnellement, je souhaitais pas retravailler dans l'audit, mais j'excluais pas, voilà, si jamais je ratais ma reconversion, c'est quand même là que me conduisait mon CV. Et donc, je cherchais en fait des documents de formation auxquels on avait accès en tant que salarié du cabinet d'audit. J'avais un peu de scrupule à chercher ces documents de formation. Je demande dans l'open space à des collègues avec qui je travaillais, est-ce que vous pensez que ça se fait? Et là, on me rassure, oui, non, mais t'inquiète, tout le monde fait ça, il n'y a aucun problème, sers-toi. Donc, je parcours le réseau informatique de l'entreprise à la recherche des diaporamas de formation qui pourraient me servir par la suite. Et en fait, en parcourant cette arborescence, je tombe sur un dossier nommé ATA pour Advanced Tax Agreement, donc c'est le nom officiel des tax rulings. Et là, je découvre en fait des centaines de tax rulings. Dans les LuxLeaks, il y en avait 500 concernant plus de 300 multinationales différentes. Là, j'étais vraiment choqué de tomber là-dessus parce que la règle dans un cabinet d'audit, c'est une sécurité extrêmement forte de l'information. En tant qu'auditeur, on demande des autorisations d'accès à un associé en charge du client qui va vous accorder l'accès uniquement aux données concernant un client en particulier. Il y a des consignes extrêmement strictes de confidentialité. C'est interdit de parler d'un dossier, même avec ses collègues, s'ils ne sont pas sur le même dossier. Il faut faire attention quand on parle dans les lieux publics. Et il est évidemment hors de question de parler à des journalistes ou à l'étranger de ce qui se passe au Luxembourg. Et là, en fait, j'ai sous les yeux un dossier qui contient le document le plus sensible au Luxembourg pour 300 multinationales différentes. Donc c'est un dossier qui représente plusieurs gigaoctets. Et donc là, j'ai vraiment la sensation de pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire que j'ai sous les yeux une bombe, en fait, quelque chose qui est potentiellement explosif. Et donc là, à ce moment-là, je décide de copier ce dossier sur mon disque dur sans savoir précisément ce que je vais en faire. Voilà, c'est pour ça que le lanceur d'alerte, voilà, il n'y a pas toujours un plan très bien établi. Mais en tout cas,
Je me dis, dans la démarche que j'avais d'essayer d'attirer l'attention sur les pratiques fiscales, je me dis, ce dossier, peut-être qu'il pourra me resservir. Alors, au moment où je le copie, tant que ça reste sur mon disque dur et que j'en parle à personne, je prends pas tellement de risques. C'est pour ça que je le fais, quoi. Et après, plus tard, donc Édouard Perrin me contacte suite aux commentaires que j'avais laissés. Et là, pour lui, effectivement, c'est un peu un coup de chance incroyable parce que depuis que j'ai rédigé mon commentaire, il se trouve que j'ai obtenu la copie de plusieurs gigaoctets de données extrêmement sensibles sur la fiscalité luxembourgeoise. Et est-ce qu'ensuite vous collaborez avec lui, vous travaillez avec lui? Comment ça se passe? Je pose cette question parce que j'avais reçu 2 lanceurs d'alerte de République démocratique du Congo qui travaillaient pour une banque et qui avaient aussi transmis des données et qui ensuite avaient travaillé avec les journalistes pour les aider à comprendre les documents, etc. Donc est-ce que ça a été aussi votre cas? C'est une collaboration relativement ponctuelle avec Édouard Perrin, donc on échange quelques messages ou lui envoie un exemple pour qu'il comprenne un peu de quoi il retourne et que j'ai effectivement des informations authentiques et sérieuses. Donc ce qu'il décide rapidement à me rejoindre là où j'habitais à ce moment-là à Nancy. Et donc là, on prend quelques heures pour que je lui explique plus en détail ma compréhension du fonctionnement des tax rulings. Et donc il m'explique un peu son projet, en quoi ça l'intéresse. Et donc là, pour moi, c'est une opportunité d'attirer l'attention du public sur ces pratiques. Et donc j'accepte de lui confier l'intégralité des tax rulings que j'avais copiés chez PwC. D'autant plus que auparavant, après ma démission, en fait, quand j'ai cette bombe là dans mon disque dur, pour moi, le préalable avant d'en faire quelque chose, en fait, c'est de valider l'interprétation que j'ai de ces documents. C'est-à-dire que peut-être que je me trompe, peut-être que je surinterprète certaines choses, un peu influencé par mes lectures sur le sujet, des lectures parfois un peu militantes. Donc, ma première démarche, en fait, quand j'ai ces documents, c'est d'essayer de contacter des experts en fiscalité, mais côté ONG, côté justice fiscale. Et en fait, ces démarches, c'est difficile de les mener à bien parce que je peux pas crier sur tous les toits que j'ai des gigaoctets de données confidentielles sur le Luxembourg, ça me met en danger. Voilà, la manière déjà matériellement d'entrer en contact est quand même assez délicate. Et puis, les quelques contacts que j'arrive à établir sont intéressants, mais finalement, à ce stade-là, ne débouchent pas sur grand-chose parce que la réponse des ONG, c'est plutôt de dire, oui, ces informations, elles sont intéressantes, mais voilà, nous, on n'a pas beaucoup de salariés, pas beaucoup d'équipes, on n'a pas les ressources, ni matérielles, ni humaines, pour travailler sur une telle montagne de données. Le temps passant, je considère que le fait qu'Édouard Perrin se présente spontanément, pour moi, c'est un peu la dernière chance d'essayer de faire quelque chose de ces données, donc c'est pour ça que je décide de collaborer avec lui. Et de ça donc est née cette première enquête de Cache Investigation en 2012. Il y en a eu une deuxième en 2013. Et puis en novembre 2014, c'est la stupeur, révélation internationale, emballement médiatique avec les LuxLeaks qui sont publiés par ICIJ, donc le Consortium international des journalistes d'investigation, sur la base des documents que vous aviez transmis, mais aussi des documents qui avaient été aussi communiqués par Raphaël Allais, qui travaillait aussi à PricewaterhouseCoopers. Comment vous avez vécu cette période? Peut-être qu'en 2012, il commençait déjà à y avoir une certaine conscience, mais c'était au niveau français. Là, avec les LuxLeaks, ICIJ, c'est devenu mondial. Comment est-ce que vous avez vécu cette période? Et aussi, votre nom est sorti, il me semble, à ce moment-là. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Votre identité a été révélée, ou je ne sais pas si c'est vous qui avez fait le pas d'indiquer votre nom. Comment ça s'est passé? En tant que lanceur d'alerte, de constater le traitement médiatique de cette affaire, c'est un moment de grande excitation. Moi, je suis vraiment heureux que le grand public enfin ait accès à ce problème qui me préoccupait très fortement. Jusque-là, on parlait des paradis fiscaux de manière un peu exotique. Voilà, c'était les palmiers et les grandes fortunes qui allaient y cacher leurs fortunes privées. Et en fait, l'angle optimisation fiscale des multinationales était assez peu présent dans le débat, en fait. On n'avait pas tellement conscience des montants en jeu et du fait que toutes les grandes entreprises, en fait, utilisaient les places financières offshore, faut pas dire paradis fiscaux, il y a une grande susceptibilité au Luxembourg vis-à-vis de cette expression, faut pas dire paradis fiscal. Toutes les grandes multinationales ont recours à ces places financières à des fins fiscales. Et en fait, c'était des pratiques plutôt méconnues avant, et ces enquêtes ont vraiment contribué à alimenter le débat public, donc ça, j'en étais vraiment très heureux. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'après la première émission, donc en 2012, le cabinet d'audit, dont je ne suis plus le salarié, déclenche une enquête interne pour identifier l'origine de la fuite. Donc des experts en forensic data, donc une espèce d'archéologie des données numériques, sont dépêchés au Luxembourg, des experts de PwC, pour essayer de décortiquer les serveurs pour comprendre qui a pu accéder à toutes ces données. Et moi, n'étant pas un hacker, en fait, j'ai pas spécialement maquillé les traces numériques qu'on peut laisser. Et donc 2 ans après avoir copié-collé des informations, les experts internes arrivent à retrouver la trace du copier-coller et m'identifient assez facilement. PwC porte plainte au pénal au Luxembourg. Et moi, j'ai pas l'information, je sais pas que je fais l'objet d'une plainte,
Et en fait, plus le temps passe et plus je me dis que mon plan initial de rester la source anonyme d'un journaliste a fonctionné, et donc j'ai la sensation d'avoir réussi à passer entre les gouttes et que cette histoire est derrière moi. Et en fait, en 2014, je reçois un appel de policiers d'Épinal, où j'habite, qui souhaitent m'entendre sur une vieille histoire en rapport avec le Luxembourg. Donc là, branle-bas de combat, je panique un peu, j'imagine que c'est certainement en rapport avec ça. Et donc là, c'est un peu le début d'une déferlante, puisque je découvre qu'une commission rogatoire internationale, à l'époque je ne savais même pas ce que c'était, est mandatée par un juge d'instruction au Luxembourg pour perquisitionner mon domicile. Quand j'arrive au commissariat, on me met tout de suite en garde à vue, on prélève mon ADN, on m'interroge, j'y passe la journée. Donc c'est un peu le monde qui s'effondre sous mes pieds. Et donc ces poursuites-là, en fait, elles interviennent au moment où il y a eu seulement 2 émissions télé en France. Je suis quand même dans de sales draps, on va dire. Et le fait que l'ICIJ s'empare du sujet, en fait, quelques mois après, c'est une excellente nouvelle, je le disais en tant que citoyen pour l'information du public, mais aussi sur le plan judiciaire, puisque l'impact de mon acte de lanceur d'alerte est démultiplié. Soudain, la pression sur la juge d'instruction est beaucoup plus forte et il y a évidemment beaucoup plus d'attention sur son enquête. Et donc là, je trouve l'appui d'avocats spécialisés, notamment William Bourdon en France, qui a défendu d'autres lanceurs d'alerte par le passé et qui me conseille. Dans le cadre de ces poursuites, je risquais plusieurs années de prison et une très forte amende de plus d'1 million d'euros. Il y a 2 options en fait, avec mon avocat luxembourgeois également, Philippe Penning, on établit 2 options, 2 stratégies, soit profil bas, en disant effectivement j'admets les faits, je les reconnais, je les regrette et je recommencerai jamais, s'il vous plaît, condamnez-moi à une faible peine. Ou alors la deuxième option, celle que j'ai retenue, qui est un peu plus frontale, qui est d'assumer publiquement ce que j'ai fait pour m'expliquer, pour exprimer les raisons de mon action et de montrer que mes préoccupations sont largement partagées et ont contribué à un débat public d'intérêt général sur les pratiques fiscales du Luxembourg. Et en fait, la sortie de l'anonymat, elle aurait eu lieu de toute façon à l'ouverture du procès en avril 2016. Et là, nous, on prend la décision d'être maître du calendrier et donc de sortir de l'anonymat 1 an et demi avant le procès, dès mon inculpation fin 2014. Et ce qui permet, et je crois que ça a été déterminant dans l'issue de cette histoire judiciaire, la sortie de l'anonymat, en fait, a permis de mobiliser des soutiens. Donc au début, quelques proches, quelques militants locaux créent le noyau d'un comité de soutien qui très rapidement trouve beaucoup de relais, à la fois d'anonymes, beaucoup de signataires d'une pétition, beaucoup de donateurs, et aussi des personnalités, des organisations qui prennent position. Et tout ça a beaucoup contribué à l'issue des procès. Et notamment pour l'illustrer, je pense qu'il faut faire le parallèle avec le second lanceur d'alerte, donc Raphaël Allais, qui lui n'a pas pu sortir de l'anonymat puisqu'il avait signé un accord de confidentialité selon lequel il s'exposait à des dommages et intérêts de 10 millions d'euros s'il disait quoi que ce soit au sujet de son alerte. Et en fait, pourquoi PwC a soumis au silence? Parce que du point de vue du cabinet d'audit, c'était extrêmement embarrassant d'expliquer auprès des clients et de toutes les parties prenantes, même des salariés, que ils avaient été négligents 2 fois de suite de manière rapprochée, quoi. Parce que concrètement, ça voulait dire qu'il y avait quand même un vrai problème de sécurité des données dans ce cabinet d'audit. Et ça, c'est quand même une négligence, pour ne pas dire une faute professionnelle assez grave, quoi. Et donc, Raphaël Allais, qui est soumis au silence, dans toute cette période de l'attente du procès, il ne peut rien faire. Et le jour du procès, il est en situation beaucoup plus difficile parce que il doit financer ses avocats par lui-même parce qu'il n'y a pas eu de comité de soutien qui a pu mener de collecte de fonds. Il n'a pas pu aussi bien étayer l'intérêt public de ces révélations que moi, par exemple avec la pétition ou les soutiens publics apportés par des personnalités et des organisations. Vous disiez que ces soutiens avaient été importants par rapport aux décisions de justice. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi? Parce que finalement, c'est un tribunal avec des magistrats. Comment ces soutiens publics, ces pétitions, peut-être les tribunes signées par des personnalités ou du plaidoyer, etc., qui a pu être fait, comment ça a pu influencer ou vous soutenir dans vos actions judiciaires? Effectivement, la justice est indépendante. Ça, c'est la théorie. En pratique, les autorités judiciaires, elles s'inscrivent dans le contexte d'un débat sociétal. Et certaines juridictions sont plus ou moins en avance sur ce débat sociétal, mais en tout cas, un juge est obligé de tenir compte de l'opinion, je le pense sincèrement. Alors, il va appliquer le droit, mais toujours une grande marge d'interprétation. Et plus la société est favorable à vos actions, et plus vous avez la chance d'être blanchi par les juges. Effectivement, le juge en lui-même est théoriquement indépendant, mais après, son épouse va chez le coiffeur, la coiffeuse lit la presse, enfin voilà. Et il y a forcément une influence du débat public sur le juge. Après, la stratégie, c'était pas non plus de violer l'indépendance de la justice. Parce qu'au-delà de ça, il y a un argument strictement judiciaire, c'est que notre stratégie de défense reposait sur la définition du lanceur d'alerte par la Cour européenne des droits de l'homme.
donc qui a établi une jurisprudence qui définit assez précisément ce qu'est un lanceur d'alerte, et notamment il y a 5 critères à remplir, et l'un de ceux-là, c'est l'intérêt public des révélations. Et donc là, c'était à moi, pour me défendre, de démontrer l'intérêt public des révélations. Quand on fait venir à la barre des experts en fiscalité, des députés européens, qui viennent expliquer l'intérêt fondamental des révélations LuxLeaks sur leur travail au quotidien, effectivement, on coche déjà une des 5 cases qui est à cocher pour être reconnu lanceur d'alerte. À la suite des LuxLeaks, on peut mentionner le fait qu'au niveau du Parlement européen, il y a une commission d'enquête spéciale. Ça a amené à des débats, essayer de changer les réglementations et à bannir les tax rulings. Donc, il y a vraiment eu un impact concret à la suite des LuxLeaks. Je me posais la question, avec toute cette pression judiciaire, quelles conséquences cela a pu avoir sur votre vie et comment vous avez fait pour tenir bon? Parce que ce déferlement judiciaire, toutes ces péripéties, ça a duré quand même plusieurs années. Donc, comment vous avez fait et quel impact cela a eu? Je pense déjà qu'il faut relativiser ces conséquences, puisque aujourd'hui on peut quand même avoir des poursuites judiciaires assez lourdes pour des actes aussi anodins que participer à une manifestation ou à une action de désobéissance civile. On voit que quand même il y a une criminalisation croissante de l'engagement citoyen. Et par ailleurs, même dans le paysage du lancement d'alerte, il y a quand même des conséquences beaucoup plus graves que celles de subir un procès. Alors certes, c'était un procès pénal qui risquait de m'emmener en prison, mais voilà, il y a aussi des lanceurs d'alerte qui sont contraints à l'exil, et certainement des lanceurs d'alerte qui disparaissent sans qu'on en entende parler. Voilà, faut quand même relativiser ce qui s'est passé. Et après, effectivement, cette pression judiciaire, mais aussi médiatique, c'est pas toujours simple à vivre. Je veux dire, le lanceur d'alerte, c'est quand même un citoyen plutôt lambda, hein. Au sein du cabinet d'audit, j'étais plutôt en bas de l'échelle et j'étais pas du tout préparé à affronter ces situations absolument extraordinaires. Quand on se rend au Parlement européen pour être auditionné par des dizaines de députés, effectivement, vaut mieux être bien réveillé le jour-là. Mais après, c'est une grande part de ces conséquences sur ma vie personnelle ont été quand même plutôt positives. À chaque fois, c'était des rencontres avec des personnes qui partagent mes préoccupations et également une manière de prolonger mon engagement en ayant la chance de pouvoir porter moi-même mon alerte. Ce qui ne peut pas arriver, notamment pour tous les lanceurs d'alerte qui font le choix peut-être plus protecteur de conserver l'anonymat. Quand on conserve l'anonymat, effectivement, ça minimise l'impact sur sa vie personnelle, mais ça empêche de prendre la parole et de contribuer, par exemple, à des débats publics, à des conférences, etc., ou même des interviews pour colporter le message. Et vous n'avez jamais subi de menaces? Je pose cette question parce que on a, par exemple, le lanceur d'alerte qui a dénoncé les pollutions environnementales de l'entreprise ArcelorMittal, qui a reçu le prix éthique d'Anticor en 2019, a subi de nombreuses menaces pour avoir révélé ces pratiques-là. Dans d'autres pays, d'autres lanceurs d'alerte ont aussi subi des mesures de représailles. Est-ce que ça a été le cas à votre encontre? Alors j'ai eu la chance, et je pense que c'est assez exceptionnel parmi l'ensemble des lanceurs d'alerte, de ne pas avoir eu beaucoup d'autres représailles que ces poursuites pénales. Et pourquoi? Je pense que c'est lié à un concours de circonstances. Le dommage le plus important pour les lanceurs d'alerte, c'est la perte d'employabilité. Il se trouve que moi, j'étais dans une démarche de reconversion professionnelle au moment où je lance l'alerte. Et donc, par chance, cette reconversion a abouti. J'ai passé donc des concours de la fonction publique en France que j'ai réussi avant de sortir de l'anonymat. Et donc ça, je pense que ça a été déjà protecteur d'un point de vue professionnel et matériel. Et après, je pense que ce qui est également protecteur, c'est la visibilité de l'affaire. L'affaire de Karim Ben Ali, donc le chauffeur intérimaire pour Arcelor, a été visible et ça l'a pas empêché de subir quand même des représailles. Mais généralement, ça évite quand même les coups les plus bas, on va dire. Le fait d'avoir le soutien d'une part de l'opinion et le fait que la lecture relativement immédiate du cas, ça paraissait quand même extrêmement injuste suite à cette alerte sur l'optimisation fiscale agressive, que les seules poursuites soient non pas à l'encontre des fraudeurs du fisc, mais à l'encontre de ceux qui ont porté le message. Je pense que c'est aussi ça qui a contribué au fait que je m'en suis sorti sans trop perdre de plume. D'ailleurs, on va rappeler quand même que vous avez gagné votre procès. On vous a reconnu le statut de lanceur d'alerte au Luxembourg, donc c'est une victoire et une belle reconnaissance aussi par rapport à toutes ces années. Donc, vous l'aviez pas encore mentionné, donc je vous le dis. Et effectivement, c'est pas allé de soi, hein, parce que donc il y a eu un premier procès, puis un appel, puis c'est finalement la Cour de cassation au Luxembourg qui m'a donné raison, et avec un dernier procès en appel, donc en tout 4 procès, et même pour Raphaël Allais, donc le second lanceur d'alerte, ça a été encore plus long, puisque lui a perdu en cassation au Luxembourg, donc c'était une manière un peu pour la justice luxembourgeoise de ménager la chèvre et le chou, hein, d'adresser un message au reste de l'Europe en disant regardez, nous aussi au Luxembourg, place offshore financière, on est quand même capable de protéger certains lanceurs d'alerte, mais en même temps d'adresser aussi un message à la place financière consistant à dire
attention, tous les salariés, là, si vous avez des scrupules, pensez pas que c'est anodin de parler à des journalistes, voilà, ça peut quand même conduire à des poursuites et à des condamnations. Et donc Raphaël Allais, après avoir perdu en cassation, il est allé à la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est vrai que moi j'avais peu d'espoir que la Cour de cassation me donne raison finalement. Je pensais aussi passer par là, mais tant mieux, ça a été plus rapide. Et donc à la Cour européenne des droits de l'homme, il a perdu une première fois et finalement c'est la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme qui lui a donné raison il y a quelques semaines seulement, en février 2023. Une deuxième très belle victoire. Ça fait bientôt 10 ans que les LuxLeaks ont été dévoilés. Quel regard portez-vous sur ces 10 dernières années? Quelles avancées voyez-vous en matière de lutte contre l'évasion fiscale? C'est une question qui est pas évidente du tout parce que moi je suis quand même très inquiet de la vision qu'on peut avoir du lanceur d'alerte qui serait des personnes un peu naïves et qui se lancent dans des combats trop grands pour eux et finalement sur lesquels ils peuvent pas avoir beaucoup d'impact. Parce que si on prend vraiment du recul, effectivement, l'optimisation fiscale en Europe continue d'exister et les LuxLeaks n'y ont pas mis fin. Par contre, je pense qu'il faut quand même être sûr d'une chose, rien ne peut changer si on ne tente rien. Le fait d'informer les autorités et le public d'un problème, c'est quand même le préalable indispensable à toute mesure correctrice. Alors, dans le cas des LuxLeaks, il y en a eu quelques-unes qui n'ont pas suffi à éradiquer l'évasion fiscale en Europe, ça on s'en doute, mais il y a quand même eu quelques mesures correctrices qui ont eu un impact notable. Notamment, ça a permis une accélération des réformes fiscales en Europe vers plus de transparence. Et par exemple, sur les tax rulings, auparavant étaient parfaitement confidentiels, hein, c'était un secret entre l'administration fiscale qui les approuvait et le contribuable, les multinationales. Et suite au LuxLeaks, il y a eu un accord unanime des États membres de l'Union européenne pour échanger automatiquement des informations sur les tax rulings. Et donc, ce qui a notamment fait chuter le nombre de tax rulings approuvés par le Luxembourg. Voilà, il y a eu une chute drastique, une division par 6 ou 7, et maintenant on a des volumes beaucoup plus faibles qu'auparavant, proches de zéro. Après, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'arme du droit et du règlement n'est pas suffisante pour mettre fin en pratique. Il y a eu une affaire consécutive, c'est les Lux Letters, qui a été un peu moins visible peut-être, et qui montrait en fait que les tax rulings, où il y avait une approbation officielle de l'administration, ont été remplacés par des lettres d'information, dans laquelle le contribuable informe l'administration de la manière dont il souhaite appliquer le droit fiscal, et la règle implicite, en tout cas d'après les Lux Letters, serait qu'en l'absence de réponse de l'administration, ça vaut approbation. Donc il n'y a peut-être pas le même niveau de sécurité juridique que dans le cadre du tax ruling, mais en tout cas, cette pratique de la lettre d'information remplirait à peu près les mêmes fonctions que celle du tax ruling auparavant, et ce qui permet d'échapper en fait aux mesures d'échange d'informations entre États membres. Donc en fait, les LuxLeaks ont quand même permis de changer certaines choses, mais globalement, le rapport de force en Europe reste en faveur des multinationales. L'idéologie dominante fait qu'on priorise la compétitivité des entreprises à la justice fiscale et à la lutte contre les inégalités. Et c'est des questions qui continueront à se poser longtemps et c'est pas une révélation, un lit qui va y répondre. Après, je pense qu'il faut quand même mentionner aussi dans les conséquences, alors qu'on peut pas directement attribuer aux LuxLeaks, mais en tout cas auxquels les LuxLeaks ont contribué, c'est qu'au moment du procès, donc en 2016 au Luxembourg, où donc il y a 2 lanceurs d'alerte et un journaliste qui sont inculpés pour violation du secret des affaires, entre autres, hein, c'est l'un de nos 5 chefs d'inculpation, c'est exactement au même moment, et je crois que c'est une coïncidence, que les institutions européennes sont en train de débattre d'une directive visant à protéger le secret des affaires au niveau européen. Et là, effectivement, c'est pas très joli, quoi, dans la presse, de voir que ce secret des affaires qui permet peut-être de mettre des lanceurs d'alerte et des journalistes en prison, on essaye de le renforcer. Et donc là, ça fait débat, et c'est ce débat, en fait, et je pense la concomitance avec le procès LuxLeaks, qui aboutit au compromis politique du vote, donc de la directive secret des affaires. Maintenant, elle est transposée un peu partout. Mais si elle a été adoptée, c'était en échange d'ouvrir un nouveau sujet, comment protéger les lanceurs d'alerte partout en Europe. Ça n'a pas été une promesse en l'air. Il y a eu une mobilisation très importante de la société civile au niveau européen pour aboutir à un texte, une directive qui protège les lanceurs d'alerte, qui a été adoptée fin 2019, si je ne me trompe pas, et qui a maintenant été transposée en France dans la loi Wasserman, donc qui corrige la loi Sapin 2, qui avait été adoptée dès 2016 et qui commençait à protéger les lanceurs d'alerte en France. Il faut quand même se dire que cette protection juridique des lanceurs d'alerte actuelle en France et partout en Europe est quand même assez remarquable. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'observateurs, notamment les lobbies des entreprises, un Business Europe pour n'en citer qu'un, n'auraient jamais imaginé qu'on aille aussi loin. Et il y a quand même une mobilisation assez exemplaire de la société civile sur ce sujet. Justement, puisque vous parlez du fait que la protection des lanceurs d'alerte a été renforcée récemment,
Si vous comparez votre situation en 2010-2012 à la situation aujourd'hui, un lanceur d'alerte aujourd'hui est-il beaucoup mieux protégé? Est-ce que les risques auxquels vous avez fait face, est-ce qu'il risquerait d'avoir les mêmes risques ou ce seraient d'autres risques qu'elle pourrait être confrontée? Je ne sais pas si ma question est claire, mais si on doit comparer les deux, le avant-après, comment voyez-vous la situation aujourd'hui? La situation des lanceurs d'alerte s'est nettement améliorée ces dernières années, puisque globalement, on peut considérer que de manière générale, les représailles à l'encontre d'un lanceur d'alerte sont interdites et même répréhensibles. Après, on pourrait rentrer dans le détail, je ne sais pas si on a le temps pour ça, mais il y a encore quelques failles, quelques pistes d'amélioration. Ce qui est important, peut-être pour quand même avoir une bonne vision du sujet, c'est que ces protections juridiques sont théoriques. C'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui, c'est de les mettre en application. Par exemple, il n'est pas aujourd'hui exclu que des lanceurs d'alerte continuent à se retrouver dans des procédures judiciaires suite à leur alerte. Seulement, ils ont les outils juridiques pour en sortir vainqueurs. Voilà. Auparavant, c'était un peu plus compliqué. Maintenant, ils ont plus d'articles de loi à faire valoir pour échapper à des poursuites. Et notamment, dans un certain nombre de cas, il y a une inversion de la charge de la preuve, donc qui est favorable aux lanceurs d'alerte. Ces dispositions, elles sont pas toujours connues, elles sont pas toujours bien mises en œuvre. Donc c'est un combat qui continue. Et notamment, ce sur quoi il faut avancer aujourd'hui, c'est la culture de l'alerte. C'est comment faire en sorte que les lanceurs d'alerte, qui en fait sont n'importe qui, ça peut être n'importe quel citoyen, sachent qu'il peut prendre le risque de signaler des dysfonctionnements graves dont il est témoin et que c'est plus le même risque qu'auparavant puisque voilà, il a des outils juridiques pour renforcer sa démarche. Et notamment pour renforcer cette culture de l'alerte et pour aider à mettre en pratique ces dispositions qui existent aujourd'hui, il existe des ONG qui n'existaient pas il y a quelques années. Et je pense que c'est ça aussi un changement fondamental par rapport au moment où j'ai lancé l'alerte, c'est qu'aujourd'hui il existe en France la Maison des lanceurs d'alerte, qui a été créée il y a quelques années avec plusieurs organisations de la société civile et plusieurs syndicats, et qui aujourd'hui a plusieurs salariés, notamment une permanence juridique, qui est là pour répondre aux demandes de lanceurs d'alerte ou de lanceurs d'alerte potentiels pour leur offrir un accompagnement de toutes sortes, aussi bien juridique que psychologique, médiatique, ou même de plaidoyer pour les aider à porter leur alerte. C'est des ressources vraiment extrêmement précieuses qu'il faut renforcer. Malheureusement, les moyens manquent pour répondre à toutes les demandes, mais c'est vraiment important que ça existe. Et après, au niveau international, il y a d'autres structures, donc notamment The Signals Network, qui va accompagner les lanceurs d'alerte sur les affaires les plus emblématiques et en intervenant dans plusieurs pays en collaboration avec des médias partenaires. Vous parliez tout à l'heure d'amélioration. On pourrait encore améliorer le dispositif de protection des lanceurs d'alerte. Quelles seraient ces améliorations? On va citer deux points importants. Le premier, c'est souvent un lanceur d'alerte peut avoir un préjudice financier important. Dans le cadre des aviseurs fiscaux, c'est autre chose que le lanceur d'alerte, mais on peut avoir une rétribution financière d'informations partagées avec l'administration. Mais dans le cadre d'une alerte non fiscale, en cas de perte d'employabilité, parce que même si la protection du lanceur d'alerte fait qu'il peut être maintenu en emploi, en pratique, il y a quand même une relation de confiance avec l'employeur qui est brisée et c'est pas forcément souhaitable, même pour le lanceur d'alerte, de rester dans un environnement professionnel où vos collègues vous regardent de travers. Donc voilà, il y a souvent quand même un préjudice. On connaît de nombreux lanceurs d'alerte qui sont obligés de vendre leurs biens pour payer des avocats, qui vivent du RSA parce que faute de pouvoir trouver un emploi dans leur domaine de compétences, là, il y a quand même des situations très difficiles. Et ça, c'est pas des ONG comme la Maison des lanceurs d'alerte ou The Signals Network qui vont pouvoir soutenir financièrement à long terme des lanceurs d'alerte. Et donc, l'une des propositions de la société civile, c'est de créer un véritable fonds de soutien des lanceurs d'alerte financé par des ressources publiques pour réparer le dommage financier quand il y en a un. Et ça, malheureusement, ça a été refusé. Donc je pense que c'est quand même un point sur lequel il faut continuer de pousser. Et après, peut-être une deuxième piste d'amélioration importante, c'est qu'aujourd'hui, le lanceur d'alerte, dans le droit français et européen, c'est une personne physique qui peut éventuellement se faire aider d'un facilitateur, donc par exemple un syndicat ou une ONG, qui va l'aider à porter son alerte. Le facilitateur bénéficie d'une forme de protection, mais pas aussi forte que celle du lanceur d'alerte. Et je pense que le paysage de l'alerte serait largement renforcé si aujourd'hui les structures collectives, aussi bien associatives que syndicats, pouvaient elles-mêmes être considérées comme lanceurs d'alerte. C'est un choix qui n'a pas été fait par le législateur, mais c'est quand même pourtant ce qui serait le plus protecteur pour le lanceur d'alerte, parce qu'en fait, c'est ce qui permettrait à la personne physique qui a accès à l'information de ne pas s'exposer elle-même et donc de prendre des risques individuellement, mais de faire porter son alerte par une structure collective qui, elle, sera nettement plus forte.
Quand vous parliez de créer un fonds qui sera abondé par fonds publics, pour ma part, je me dis, mais si on recouvre de l'argent de l'évasion fiscale, notamment par des leaks et des révélations, pourquoi ne pas utiliser une partie de l'argent recouvré pour financer ce fonds? Pareil pour des affaires de corruption, si on a des saisies et confiscations, on vend des maisons, des yachts, des compagnies, pourquoi ne pas aussi abonder ce fonds pour soutenir tous les lanceurs d'alerte? Bon, c'est une idée comme ça, en vous écoutant, que j'ai eue. Vous parliez de la maison des lanceurs d'alerte en France, de The Signals Network, on peut aussi parler de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'accompagnement qui est prévu par ces associations? Quel type de services, d'offres elles ont pour aider et défendre les lanceurs d'alerte? Je vais parler d'une manière générale du fonctionnement de ces associations, parce qu'elles ont quand même des modes d'action assez similaires. Et peut-être par transparence, je vais quand même mentionner que je suis membre du conseil d'administration de la Maison des lanceurs d'alerte et membre du bureau de Signals Network. Donc je ne les mentionne pas non plus de manière totalement au hasard. Et effectivement, CLAF fait aussi un excellent travail concernant les alertes sur le territoire africain. Le fonctionnement, en gros, c'est une personne qui pense être lanceur d'alerte va contacter l'une de ces structures. Peut-être une spécificité pour ce Signals Network, c'est que beaucoup des lanceurs d'alerte qui nous arrivent nous sont en fait dirigés par des journalistes partenaires qui considèrent que leurs sources ont des besoins particuliers. Et après, la gamme de services proposés, au minimum, c'est de l'orientation. Je veux dire, si la personne, il s'avère qu'en fait, elle n'est pas encore une lanceur d'alerte, ou alors que son sujet ne relève pas du champ de l'alerte, on va l'orienter pour répondre à ses besoins d'une autre manière. Il y aura certainement d'autres interlocuteurs. Et après, si la personne est un lanceur d'alerte ou peut le devenir, déjà, on va l'informer juridiquement sur comment minimiser les risques qu'elle prend. Puisque comme aujourd'hui, il existe un cadre protecteur pour l'alerte, il faut suivre le parcours de ce cadre juridique, parce qu'il y a un risque qu'en brûlant les étapes ou en s'adressant aux mauvais interlocuteurs, on fasse tomber cette protection. Et après, l'accompagnement juridique va être plus ou moins fort selon les cas. On va, dans certains cas, produire des avis, produire des opinions qui alimentent les dossiers en défense des lanceurs d'alerte. Il y a également des groupes de parole pour que les lanceurs d'alerte puissent partager leur expérience et essayer de s'entraider. Il y a un soutien psychologique avec des psychologues qui vont pouvoir répondre à la détresse dans laquelle se trouvent beaucoup de lanceurs d'alerte. Et je suis passé par là. Et après, il y a un accompagnement technique aussi, comment sécuriser les échanges, comment éviter de prendre des risques, de laisser trop de traces numériques qui sont souvent défavorables aux lanceurs d'alerte. Et également un accompagnement médiatique, on va relayer des communiqués de presse ou en rédiger, ou trouver des relais auprès d'ONG expertes du sujet de l'alerte pour aider le lanceur d'alerte à porter son alerte. Et notamment, il y a quand même de nombreux lanceurs d'alerte qui sont amenés à témoigner devant des commissions d'enquête parlementaires, en France et parfois dans plusieurs pays ou au niveau européen. Et voilà, c'est le genre d'action qu'on encourage dans le but de mettre fin aux dysfonctionnements révélés par les lanceurs d'alerte. Vous l'avez dit, vous êtes impliqué auprès de la Maison des lanceurs d'alerte et de Signals Network. Pourquoi cet engagement vous tient à cœur? On pourrait se dire, voilà, ça fait une dizaine d'années maintenant, peut-être que certaines personnes mettent ça derrière. Pourquoi vous continuez à vous engager et à vous impliquer sur la question de la protection des lanceurs d'alerte? Je pense qu'il n'y a rien de surprenant à ça. Enfin, il y a quand même une cohérence dans l'engagement. Je veux dire, on ne devient pas lanceur d'alerte non plus par hasard. C'est souvent le fruit d'une éducation, ou en tout cas d'une volonté de s'impliquer et de s'engager dans la vie publique et aider d'autres lanceurs d'alerte à informer le public. Moi, c'est un engagement qui me paraît tout à fait utile pour le bon fonctionnement de la démocratie. Effectivement, je pourrais tourner complètement la page et passer mon temps libre sur Netflix. C'est pas mon état d'esprit, quoi. Si je considère que je peux être utile à ces organisations, je continuerai à poursuivre mon engagement auprès d'elles. Et quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaiterait lancer l'alerte? Le plus important, c'est de ne pas se mettre soi-même en danger. Souvent, le pire adversaire du lanceur d'alerte, c'est le lanceur d'alerte lui-même. Comme je le disais, il y a souvent un degré d'impréparation qui va avec l'indignation qui vient du fond du cœur. Là, ça peut conduire à la précipitation, à la volonté de remuer ciel et terre. Et ça peut être dangereux pour le lanceur d'alerte. Donc le plus important, c'est de prendre conseil en amont autant que possible. C'est pas toujours facile pour un lanceur d'alerte de parler de ses projets, mais aujourd'hui, voilà, il existe ce cadre sécurisé, aussi bien la maison des lanceurs d'alerte que toutes les associations qui interviennent auprès de lanceurs d'alerte sécurisent très fortement leurs échanges avec les lanceurs d'alerte. C'est possible de leur adresser des signalements anonymes. Les interlocuteurs des lanceurs d'alerte au sein de ces structures sont des avocats qui sont soumis au secret entre l'avocat et son client, donc qui est le plus fort des secrets, qui est quasiment inviolable. Donc voilà, il faut vraiment profiter de ces conseils. Merci beaucoup, on en arrive à la fin et j'ai donc deux dernières questions.
Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen? On a parlé de l'évasion fiscale, vous disiez qu'il y avait un rapport de force en faveur des multinationales, et donc est-ce qu'on peut faire quelque chose en tant que citoyen à ce niveau-là? Et aussi sur les questions de lanceurs d'alerte, comment est-ce qu'on peut, en tant que citoyen, aider, soutenir, défendre, accompagner un lanceur d'alerte quand on en entend parler dans les infos ou ailleurs? La plupart des dysfonctionnements de ce monde viennent d'angles morts, des politiques publiques, de sous-régulation de certaines activités. Et donc, on a besoin de lanceurs d'alerte pour accéder à ces dysfonctionnements, pour mettre le doigt sur des problèmes nouveaux qui n'avaient pas été identifiés jusque-là. Donc moi, je pense qu'en tant que citoyen, ce qui me paraît vraiment efficace, c'est de faire en sorte que de plus en plus de lanceurs d'alerte se manifestent. Soutenir les organisations qui accompagnent aujourd'hui les lanceurs d'alerte, c'est une excellente manière d'agir. Pour préciser, les structures qui accompagnent aujourd'hui les lanceurs d'alerte, pour éviter tout risque de conflit d'intérêts et pour rester parfaitement indépendantes, ont souvent des financements qui sont extrêmement contraints, puisqu'on ne peut pas accepter de l'argent de n'importe quelle entreprise, de n'importe quelle administration, sans s'exposer à des conflits d'intérêts. Donc on repose sur notamment le financement du public, et plus on en a, et plus on est indépendant. Et après, en matière d'évasion ou d'optimisation fiscale, il y a plusieurs niveaux d'action. Évidemment, les choix de consommation, mais ça a une portée limitée tant que c'est marginal, et puis c'est parfois pas toujours évident parce que, comme on le disait, les pratiques d'optimisation fiscale sont quasi généralisées. En tout cas, plus on va vers des acteurs locaux, des PME, moins il y a de risque quand même qu'elles aient des pratiques fiscalement agressives. L'action passe aussi par le vote. Voter pour des personnes politiques qui mettent ces sujets dans leurs priorités. Et après, au-delà de ça, de ces actions individuelles de consommation et de vote, c'est contribuer à la mobilisation collective. Et je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui agissent, y compris au niveau local, sur des questions d'évasion fiscale, en organisation des projections débats. Il y en a eu beaucoup récemment sur le film La Très Grande Évasion, que je recommande. Et ça peut aussi consister à mener des actions symboliques. Voilà, quand on va s'en prendre à un Amazon Locker, on voit partout dans l'espace public, quand on va réquisitionner des chaises dans une banque, on s'attaque à la réputation de multinationales pour lesquelles ces mêmes multinationales investissent des millions en budget com et pub. Vraiment, ça les atteint significativement et ces actions, même symboliques, ont beaucoup plus d'impact qu'on ne pourrait le penser. Et auriez-vous une œuvre à recommander, une œuvre au sens large, donc un film, un livre, une pièce de théâtre, autre qui soit en lien avec les sujets qu'on vient d'aborder? Je vais recommander l'œuvre que j'ai lue juste avant, en fait, de me décider à faire quelque chose des gigaoctets de tax ruling que j'avais sur mon disque dur. C'est Indignez-vous de Stéphane Hessel, qui a en plus le mérite de ne faire qu'une 30aine de pages. On lit de moins en moins, toute génération confondue, donc là c'est peut-être un des livres les plus accessibles qui existent. Et je pense qu'en 30 pages, ce petit livre-là, donc sorti en 2010, il est encore d'actualité, et il peut vraiment redonner l'énergie de se mobiliser. Je pense que ce qu'il y a de plus à craindre dans la démocratie, c'est une forme de résignation ou de désintérêt pour la chose publique. Par ce petit livre, je pense que ça redonne l'envie de s'engager. Écoutez, merci beaucoup. Merci Antoine d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé votre histoire. C'était passionnant de connaître les coulisses. Je suis sûre que toutes les personnes qui nous écouteront aussi trouveront très intéressant. Je les invite d'ailleurs à consulter le site internet. Donc, on a mentionné la Maison des lanceurs d'alerte, de Signals Network, aussi de la PLAF, où il y a énormément de ressources. Sur le site de la Maison des lanceurs d'alerte, il y a un guide pour les lanceurs d'alerte. Donc, s'ils souhaitent aussi en savoir plus sur le sujet. Donc, encore merci pour votre temps et votre disponibilité. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.